Bonjour, bonjour aux personnes qui se connectent, bienvenue. Bienvenue sur ce live. On est toutes les deux avec Constance pour parler aujourd'hui du financement, de l'amorçage d'un projet. On va vous faire part au maximum de nos retours d'expérience et de conseils sur le financement. On va démarrer dans quelques instants, le temps que personne puisse se connecter. En attendant, n'hésitez pas à nous signaler dans le chat si vous nous entendez bien, si tout fonctionne bien de votre côté. C'est d'ailleurs sur le chat que vous pourrez aussi poser vos questions tout au long du live. On se donne ce petit temps ce midi, donc il ne faudra pas hésiter à poser vos questions au fur et à mesure. Bonjour aux différentes personnes qui se connectent. J'en profite aussi pour vous préciser que vous aurez accès au support qu'on va diffuser avec Constance. Donc, toutes les slides que vous voyez passer, vous pourrez les télécharger à la fin de ce live. Vous aurez accès aussi à nos coordonnées qu'on vous partagera pour approfondir et nous poser vos potentielles questions par la suite. Donc, on va pouvoir démarrer. Pour rappel, je vous donne on va dire une petite heure, même moins, mais je vois large pour qu'on reste disponible, en tout cas 1 heure si vous avez des questions après les différentes explications qu'on va passer aujourd'hui. On parle donc de financement, plutôt de l'amorçage d'un projet, mais de conseils sur le financement de manière assez générale. Et on est toutes les deux aujourd'hui avec Constance. On fait partie de We Do Good et de Start to Scale, dont on va pouvoir vous parler aujourd'hui. Et je vais commencer par laisser la main à Constance pour se présenter. Merci Victoria. Donc, bonjour tout le monde, enchantée. Donc, Constance Dufis, moi je suis chargée d'affaires et référente sur tous les sujets early, donc les premiers financements chez Start to Scale. Donc, chez Start to Scale, on est une structure qui a 6 ans et on accompagne tous les entrepreneurs et toutes les entreprises en croissance dans leur recherche de financement non dilutif. Mélissa, si tu peux changer la slide. Parfait, merci beaucoup. Oui, donc nous, on accompagne depuis 6 ans tous les entrepreneurs dans toute leur recherche de financement non dilutif. Donc non dilutif, c'est tout ce qui n'implique pas qu'on touche à son capital pour obtenir du cash. L'idée, c'est qu'on va accompagner tant sur la recherche de financement bancaire que sur la recherche de financement public, où on va aller adresser des guichets comme BPI France, les régions, l'ADEME. Enfin, je vous expliquerai après les différents guichets qu'on est en mesure d'aller adresser, mais l'idée, c'est vraiment de faire un accompagnement sur mesure pour aller chercher la bonne poche de financement au bon moment. Et donc, pour ça, on est une équipe à taille humaine de 10 chargés d'affaires. Et notre particularité, c'est qu'on a tous été des anciens financeurs. Donc, voilà, on a tous été de l'autre côté de la barrière à un moment donné. Voilà pour une présentation rapide de Start to Scale. Victoria, je te laisse la parole. Merci et enchantée du coup. Donc moi c'est Victoria, je suis responsable de l'accompagnement des projets au sein de We Do Good. We Do Good, on est actif depuis une grosse dizaine d'années maintenant sur le financement participatif en partage de revenus. On a permis à plus de 260 projets de lever 14 millions d'euros. Plus de 14 millions d'euros maintenant. Tout ça auprès de 11 000 personnes qui peuvent être à la fois des personnes, des particuliers, des personnes physiques et des entreprises, des personnes morales. Donc j'aurai l'occasion de vous en dire un peu plus aujourd'hui sur le partage de revenus, de vous détailler tout ça. Et on est aussi labellisé B Corp depuis 2019. C'est un label qui va valoriser les structures qui vont vers une économie plus inclusive et plus durable.
Donc c'est aussi ce qu'on cherche à travers le partage de revenus que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui. Et ce qui nous rassemble, avec, Constance, aujourd'hui et donc We Do Good et Start to Scale, ce qui nous rassemble, ça va être cette approche assez pédagogique. Vous retrouverez d'ailleurs, beaucoup de ressources qu'on met à disposition sur ce site qui s'appelle trouverlebonfinancement.fr. Et donc, on a vraiment volonté aujourd'hui à vous partager des retours d'expérience, des conseils sur ce qui fonctionne ou pas en termes de financement. Et c'est des choses qu'on applique aussi en ligne. Et voilà, c'est ça qui nous a amené à réunir un peu nos deux forces, nos deux expertises aujourd'hui pour vous parler de financement, de l'amorçage et de faire aussi des petits focus sur le financement participatif, le partage de revenus qu'on va appeler des financements alternatifs. Voilà le programme du jour. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, surtout, on prendra de toute façon un temps dédié à la fin. Mais l'idée, c'est que ça peut être tout à fait interactif et que vous aurez accès au replay, au support par la suite. Je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet sur la stratégie de financement efficace, à la fois une stratégie qui peut être dilutive et non dilutive. Et là, je laisse la main à Constance. Oui, alors du coup, la nation, on a voulu faire quelque chose de très généraliste pour vous donner un peu les réflexions globales. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions pour qu'on rentre dans le vif du sujet ou si jamais il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et auquel vous avez besoin d'avoir des réponses. On sera là pour ça, mais là, l'idée, c'est vraiment de vous donner une réflexion globale pour comprendre comment mettre en place une stratégie de financement efficace et efficiente. Donc, la première étape, c'est basique, mais elle est nécessaire et elle est parfois bâclée. C'est vraiment comprendre et définir son besoin, donc c'est-à-dire le chiffrer et surtout comprendre quelle est la typologie de dépenses en face. Parce qu'on va vite comprendre qu'on ne va pas aller adresser les mêmes guichets de financement selon la typologie de son besoin. Donc pour ça, ça est nécessaire de projeter tous vos flux de trésorerie sur au moins vos 24 prochains mois. Donc comprendre tous les différents types d'encaissement, soit d'exploitation, soit hors exploitation, sur vos 24 prochains mois. Et puis aussi faire le même exercice sur vos hypothèses de charges. Pour comprendre un peu le montant, pour avoir une idée claire de votre besoin en financement, vous pouvez vous projeter sur le déficit maximal sur votre plan de trésorerie sur vos 24 prochains mois. Ça vous donnera une idée du montant à aller chercher. Ensuite, la seconde étape, c'est préciser ses besoins, comprendre la typologie de dépenses que vous allez avoir effectuées. Donc, vous allez pouvoir avoir des dépenses de R&D si vous êtes une entreprise innovante, des dépenses de recrutement, des dépenses de croissance type marketing, ads, SEO, des dépenses de stock si vous avez un modèle de vente de biens. Donc ça, c'est nécessaire de lister pour pouvoir comprendre combien on cherche et surtout qu'est-ce qu'on va faire financer. Après vient le travail de se créer une roadmap de financement. Pour ça, il y a plusieurs logiques. Si vous ressortez avec un besoin de 1 million sur les 3 prochaines années, ça va être nécessaire de jalonner pour avoir des montants, enfin en tout cas un besoin de financement qui est pertinent avec votre maturité. C'est-à-dire qu'aller chercher 1 million lorsqu'on n'est pas encore créé, ça risque de faire peur aux financeurs ou aux investisseurs. Donc ça, voilà, comprendre et jalonner pour aller chercher un montant qui est cohérent avec votre maturité et puis qui est cohérent avec le type de financeur que vous allez adresser. Pour ça, c'est important aussi de comprendre les différents timings des financeurs. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, pour aller lever des fonds en dilutif, donc c'est-à-dire auprès d'investisseurs qui vont prendre un pourcentage de votre capital, on est plutôt sur un ordre de 9 à 12 mois. Et côté non dilutif, côté subvention et dette, et je laisserai Victoria parler du participatif, on est plutôt sur des délais de 3-4 mois. Voilà, c'est bien de comprendre quand est-ce qu'il faut démarrer sa recherche pour pas se retrouver avec le couteau sous la gorge et avoir un run non suffisant et qui risque en plus de faire peur aux financeurs. L'adage de « on ne prête qu'aux riches » est souvent vérifié. C'est bien d'aller chercher de l'argent quand on a de la trésorerie devant soi et que voilà,
il n'y a pas de risque de défaillance à ce sujet-là. Et la dernière étape, avant de rentrer vraiment sur quel type de financeur on peut adresser, on avait envie de mettre le point sur le fait que c'est important de ne pas être focalisé que sur la levée de fonds, que sur la recherche d'equity. Parfois, on ne souhaite pas chercher du dilutif. C'est toujours important de comprendre la recherche d'equity qui est nécessaire pour de toute façon renforcer son haut de bilan et aller bénéficier d'un effet de levier. Mais il faut toujours garder en tête que l'effet de levier, il est important, puis il peut être de taille. Nous, on dit souvent qu'on peut aller chercher entre 30 et 60% du montant de la levée de fonds en financement non dilutif. Et dans ces financements non dilutifs, il y a un nombre d'acteurs assez important également. Donc voilà, aller diversifier ses sources de financement, c'est assez important pour mettre en place une stratégie de financement pertinente. Pour ce qui est des différents financeurs, on a essayé de vous faire un panel assez large. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas vous expliquer quel type de produit on retrouve chez chacun des investisseurs. C'est plutôt pour vous donner une idée de tous les acteurs, tous les guichets de financement que vous pouvez aller adresser. Donc forcément, il y a le dilutif, la prise d'equity. Là-dedans, vous allez pouvoir retrouver différents types d'investisseurs qui, encore une fois, seront plus ou moins pertinents selon votre degré de maturité. Donc, lorsqu'on se crée, lorsqu'on est vraiment pré-revenu, quand on est à l'amorçage, ce qu'on voit, c'est peut-être un premier tour de love money, quand on va faire rentrer au capital des proches, des amis ou des clients, des fournisseurs, enfin en tout cas des personnes qui croient en le projet, qui croient en vous, qui seront pas trop gourmands en prise de capital, qui ont plutôt vocation à donner un coup de pouce pour le début, pour financer ses premiers stocks, aller chercher ses premiers clients. Ensuite, dès lors qu'il y a un positionnement marché qui est validé, qu'on va plutôt entamer sa phase d'accélération, on a ses premiers euros de chiffre d'affaires, qu'on comprend vraiment quel est son positionnement marché, quelle est la valeur ajoutée que vous apportez. Là, vous allez pouvoir plutôt aller chercher des business angels, soit en club, soit un business angel qui est expert marché, expert métier, qui va pouvoir et vous apporter du cash et son expertise, soit métier, soit marché. Et puis, dès lors que vraiment la phase d'amorçage est passée, là, vous serez assez mature, assez robuste pour aller adresser des fonds d'investissement en venture capital qui mettront des tickets plus importants pour vraiment asseoir et optimiser l'accélération de votre business. L'idée derrière ça, c'est vraiment de comprendre que, encore une fois, selon son degré de maturité, on ne va pas aller chercher le même montant et on ne va pas aller s'adresser auprès des mêmes acteurs. Après, lorsqu'il y a la phase dilutive qui est passée, vous avez tout un panel de guichets de financement non dilutifs à aller adresser qui est vraiment très important. La première logique, c'est que souvent, en tout cas sur le côté financement public et le financement bancaire, il faut comprendre que le financement non dilutif, il va être capé au niveau de vos fonds propres. Donc, les fonds propres, ça va être le capital social à la création, les primes d'émission si vous ouvrez à des nouveaux investisseurs, et plus ou moins les résultats des années précédentes et de l'année en cours lorsque vous avez vos premiers bilans. Ce montant-là, il va vraiment déterminer le montant maximal du financement non dilutif qu'on est en mesure d'aller chercher. Le plus souvent, c'est compliqué d'aller chercher au-delà, à part des cas spécifiques, bien entendu. Donc, c'est souvent pour ça qu'on est obligé de passer par une phase de recapitalisation, en tout cas de renforcement des fonds propres via une levée de fonds dilutive pour pouvoir ensuite aller bénéficier d'un effet de levier. Encore une fois, en levier, vous pouvez vous dire qu'aller chercher entre 30 et 60% du montant de la engageable. Donc, dans les noms, il y a 3 grandes typologies d'acteurs. Vous avez en public, avec l'acteur principal, en tout cas en financement de l'innovation, qui va être BPI France. Globalement, les financeurs publics, ils vont avoir vocation à promouvoir le savoir-faire français, à optimiser la création d'emplois, financer l'innovation. Donc, c'est surtout ça ce qu'ils vont regarder. Donc, l'un des acteurs les plus importants, ça va vraiment être BPI France,
qui, malgré ce qu'on croit, ne finance pas que l'innovation, hein. Il va pouvoir financer aussi le marketing, l'international. Enfin, il y a plusieurs enveloppes de financement à aller chercher chez eux. La logique chez BPI France, c'est vraiment de comprendre qu'il y a un continuum de financement à suivre, de la création à les plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, lorsque vous êtes en amorçage et que vous êtes une entreprise innovante, il est possible d'aller chercher sa première bourse à 30 000 euros pour financer la mise en commercialisation de son produit ou de son service. Et puis après, il y a d'autres financements à aller chercher dès lors qu'on fait plus de chiffre d'affaires, qu'on fait sa première levée de fonds, qui là vont plutôt être un mix entre de la subvention, donc du non remboursable, et du remboursable, donc plutôt sous forme de dette. Pour ce qui est des autres guichets en financement public à aller chercher, il va y avoir les régions qui sont très actives également sur le financement de l'innovation, le financement de l'impact. Vous allez avoir l'ADEME qui a vocation à venir financer les projets qui participent à la transition écologique, le CNC pour financer les projets audiovisuels. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il existe énormément de guichets en financement public et que selon votre typologie de besoin et selon votre typologie de projet, il est vraiment possible d'aller chercher différentes enveloppes de financement. Et après, vous allez avoir les financements bancaires. Donc là, on est sur de la dette classique, hein, sur 4-5 ans, avec prise de garantie par les banques. La seule différence, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que les banques, elles vont pas avoir les mêmes attentes qu'un BPI France. Elles vont vraiment vouloir faire de l'acquisition client et toujours garder en tête qu'une banque va pas nécessairement se faire de l'argent sur le financement octroyé, ou en tout cas très peu. Elle, ce qu'elle va chercher, ça va être de pouvoir percevoir vos flux. Donc voilà, quand vous allez chercher un financement bancaire, vous allez mettre d'autres arguments en avant et toujours garder en tête que c'est important de jouer le jeu pour préserver la relation, puis s'assurer que votre partenaire bancaire, il va vous suivre tout au long de la vie de votre entreprise. Et enfin, et là, je vais laisser la main à Victoria, il y a tout ce qui est financement alternatif. Donc, il y a différents guichets de financement qui se sont créés lorsqu'on n'est peut-être pas en mesure d'avoir les financements publics ou bancaires ou qu'on ne cherche pas à se diluer nécessairement. Voilà, il y a d'autres types de financements qui se sont créés. Il y a notamment le RBF, avec une structure comme Unlimited. Vous avez les prêts d'honneur qui proposent des prêts sur personnes physiques. Voilà, en tout cas, il y a d'autres guichets qui permettent d'élargir encore plus le panel des guichets à aller adresser. Et Victoria, du coup, si tu veux reprendre sur We Do Good. Oui, sur les financements alternatifs, on va faire deux focus principaux aujourd'hui. Déjà sur le financement participatif ou crowdfunding, c'est la même chose, hein. Les deux termes peuvent être utilisés. Pour les définir rapidement, c'est le fait de mobiliser des individus, qui peuvent être des particuliers ou des entreprises ou des collectivités, des personnes morales, donc plutôt hors du cadre très institutionnel des financements, en dehors des circuits de financement institutionnels, de les mobiliser sur un financement plutôt via une plateforme. En fait, c'est un marché qui se développe beaucoup depuis une grosse dizaine d'années, depuis la naissance des différentes plateformes qui permettent la rencontre entre des personnes qui vont contribuer et les projets. Donc, le financement participatif, le crowdfunding, voilà, c'est vraiment différentes typologies de financement et la possibilité du coup de faire appel à la traduction littérale, ce serait de faire appel à la foule. Néanmoins, je commence toujours par ces petits avertissements sur le financement participatif, le crowdfunding. Derrière les plateformes, il n'y a pas une foule directement de gens qui veut contribuer, qui veut donner ou investir sur des projets. Ce qu'il faut, c'est comprendre la bonne dynamique à mettre en place. Si on se met du côté des contributeurs, si moi je décide de participer à un projet, ça va être
soit parce que c'est quelqu'un que je connais qui m'en a parlé, j'ai eu envie de soutenir cette personne en particulier. Dans ce cas-là, il y a une dimension assez personnelle ou affective qui entre en jeu. Soit c'est parce que ça marche déjà bien, ça fait, entre guillemets, «le buzz» sur les réseaux sociaux ou les médias. En tout cas, j'en ai entendu parler, ça m'a donné envie et confiance. Donc c'est vraiment, intéressant pour, faire fonctionner son financement participatif que de se mettre en place la stratégie suivante qui va être de commencer par les gens qui font déjà confiance, la communauté autour du projet et l'élargir au fur et à mesure. Et les gens qui ne vous connaissent pas du tout suivront sur une logique de financement participatif, si d'autres l'ont déjà fait. Donc voilà, là je vous offre un premier panel sur ce qu'est le financement participatif. On ne va pas pouvoir rentrer à 100% dans le détail aujourd'hui parce qu'il en existe une grande variété de typologies. Sur la slide suivante, vous verrez les différentes typologies qui existent. Il y a à la fois tout l'univers du don, l'investissement et le prêt. Tout ça, on est bien sur des logiques qu'on pourrait appeler crowdfunding et on peut toujours se traduire, mais c'est du financement participatif. Sur le don, vous avez des logiques de dons sans récompense, sans contrepartie, plutôt dans ce cas-là réservé au monde associatif, pour le coup, avec des plateformes comme Helloasso. Dons avec récompense, avec contrepartie, prévente, précommande, tout ça, c'est la même catégorie, plutôt une logique assez grand public, adaptée à des marques ou des projets qui ont plutôt des produits et du B2C. Là, c'est des plateformes comme Ulule, donc aussi avec cette logique assez grand public, qui vont être très intéressantes pour tester un peu votre communication, pour financer une première production. On est beaucoup sur une logique de communication qui va servir à votre financement, mais du coup qui est très plutôt orientée sur des petits montants, mais qui vous permet de démarrer la communication et la vente. Sur des montants plus importants, il y a la logique d'investissement, qu'on peut aussi traduire en crowd investing. Et là, il y a à la fois des plateformes d'investissement en capital, crowd equity. Pour vous donner des exemples, il existe Lita, WeSeed, par exemple, qui vont vous permettre de gérer une levée de fonds en equity avec des parties prenantes qui vont être variées puisque c'est du financement participatif. Ou l'investissement en partage de revenus, ou qu'on peut aussi appeler royalties, que là je vais vous détailler davantage parce que c'est ce qu'on met en place avec WeDoGood, donc c'est aussi ce que je connais le mieux forcément. Et puis il existe aussi des logiques de prêt qu'on va moins détailler aujourd'hui parce que moins adaptées pour l'amorçage. Donc intéressant plutôt pour une étape ultérieure de votre projet. En tout cas, je l'ai dit, il n'y a pas une foule qui attend pour financer des projets. Néanmoins, c'est quand même des montants et des chiffres importants parce que en 2024, ça représente tous les typologies de financement participatif que je vous ai montrées. Ça représente quand même 1,7 milliard d'euros levés. Et au total, depuis 2015, depuis que c'est comptabilisé notamment par les différentes associations qui généralisent le secteur, depuis que c'est comptabilisé, on est à plus de 10,8 milliards d'euros. Donc c'est quand même intéressant d'envisager dans le cadre de votre plan de financement le financement participatif, le crowdfunding. Ça concerne un nombre de projets qui est de plus en plus important. Qu'est-ce que viennent chercher les projets? Il y a à la fois le financement, hein, bien sûr, ça c'est non négligeable, c'est en général la première motivation. Mais c'est intéressant aussi d'anticiper les externalités positives que peuvent avoir ce genre d'opération pour votre projet. La dimension communication, parce que c'est un prétexte pour parler de vous. Donc là, je dépasse du cadre du financement, mais c'est aussi ce qu'il faut avoir en tête pour que ce soit intéressant. C'est la communication que ça va permettre autour de votre projet ou de votre produit, de votre marque, de votre structure. Et la communauté que vous pouvez mobiliser. Ce sont des gens qui vont participer à votre projet et donc qui vont en être en quelque sorte les ambassadeurs. Donc c'est intéressant de garder en tête ces trois dimensions-là quand vous vous lancez dans le financement participatif. Ça va servir à votre communication, à votre communauté et bien sûr à votre financement.
C'est d'ailleurs un peu double effet sur le financement parce que c'est un moyen, ce pourquoi on vous parle aussi du financement participatif du crowdfunding aujourd'hui, c'est parce que c'est un moyen de faire effet de levier et d'aller démultiplier ces financements, notamment en allant valoriser ce que vous avez levé en crowdfunding auprès des financeurs qu'évoquait Constance tout à l'heure. Alors bien sûr, s'il y a des avantages, il faut aussi anticiper une certaine contrainte. La première, c'est que pour obtenir un financement, eh bien, il faut avoir quelque chose à fournir en contrepartie, qui va être dépendant de la maturité de votre projet, de votre niveau de développement et de la nature aussi même de ce que vous proposez, ce que vous vendez comme produit et ou service. Donc, il faut vraiment identifier à ce moment-là qu'est-ce qui est cohérent par rapport à mon projet, qu'est-ce que je fournis en contrepartie. On l'a dit, il y a des logiques de dons avec prévente ou précommande, mais aussi d'investissement. Et dans ce cas-là, la contrepartie est financière. Donc là, je vais avoir l'occasion de vous redétailler ce que c'est comme contrepartie financière qu'on propose sur une logique de partage des revenus. Mais avant ça, ce qu'il faut aussi anticiper au projet, c'est d'en avoir les compétences, les ressources, un petit peu de temps, parce que pour donner confiance et envie, il faut bien roder sa communication. Et là, ce sera d'ailleurs vrai pour toutes les typologies de financement, peu importe quel financement vous voulez chercher, rodez bien votre communication et la façon dont vous abordez les financeurs, le discours que vous mettez en place. Mais c'est vrai en financement participatif parce que vous voulez aller séduire une multitude de personnes et donc il faut bien roder votre communication et bien la préparer. Et puis un dernier point, pour fédérer une communauté, il faut proposer à la bonne cible les bonnes contreparties. Donc là, c'est une stratégie à mettre en place pour laquelle les plateformes peuvent vous aider. Et nous, pour le coup, avec WeDoGood, on est spécialisé sur le partage de revenus. Donc, c'est un financement en échange d'un pourcentage de votre chiffre d'affaires futur. Donc avec WeDoGood, on vous accompagne sur la mise en place d'une levée de fonds en échange d'un pourcentage de votre chiffre d'affaires futur, ce qui permet de ne pas diluer votre capital. On l'a vu sur l'échelle des financements, il y a tout ce qui va être dilutif plutôt en equity et non dilutif. Donc là, on est plutôt sur la partie non dilutif. Il n'y a pas cet impact au niveau du capital. Et qui va être aussi très flexible, puisque les versements vont entièrement dépendre du chiffre d'affaires réalisé. Ils vont avoir des échéances régulières pendant une durée déterminée. Là-dessus, on se rapproche un peu du prêt, mais la différence par rapport au prêt va être la flexibilité de ces remboursements, puisqu'ils seront indexés sur votre chiffre d'affaires. Donc, on accompagne sur des levées de fonds qui vont de 10 000 à 500 000 euros, la moyenne étant autour de 50 000 euros levés par structure, qu'il faut voir, on l'a dit, comme une étape de votre plan de financement à bien accorder avec le reste. Et ça vous permet de rembourser progressivement, donc à mesure que votre chiffre d'affaires augmente, c'est un petit peu le petit graphique que vous voyez sur la droite. A priori, les premières années, si vous êtes en amorçage, eh bien, le chiffre d'affaires a vocation à augmenter, ce qui vous permet de rembourser progressivement vos investisseurs. Tout ça, c'est cadré par la plateforme. C'est l'intérêt que vous avez aussi à avoir recours à des plateformes de financement participatif. Ça va être de vous aider à cadrer toute cette opération. D'ailleurs, certaines entrepreneuses et entrepreneurs nous utilisent vraiment pour le cadre, au-delà de l'aspect très communication qu'on a vu. Certains nous utilisent même de manière privée pour mobiliser des personnes qu'ils connaissent en échange d'un pourcentage de leur chiffre d'affaires futur. C'est vraiment cette logique de partage de revenus. Vous entendrez aussi parfois les termes de royalties, possiblement. Voilà sur le financement participatif et plus particulièrement sur le partage de revenus. Ce qu'on peut faire avant de conclure, c'est peut-être vous partager quelques tips et actualités sur le financement de manière plus générale. Et je vais laisser Constance sur les actualités parce que vous faites beaucoup de veille forcément sur tout ce qui se passe en ce moment. Oui, globalement, on sent là que, en tout cas, côté financement public et côté banque, qu'il y a une frilosité un peu, en tout cas, qui a augmenté de la part des financeurs. Donc voilà, qu'il y a une appétence au risque.
qui s'est modifié quand même récemment. On a aussi également, en tout cas, les levées de fonds en 2024 et sur ce début d'année 2025 ont nettement diminué, ce qui fait que tous ces effets de levier dont je vous ai parlé ont diminué aussi en conséquence. Et autre chose qu'on remarque, c'est qu'il y a des appétences pour certains secteurs d'activité qui ont nettement augmenté, notamment de la part des financeurs publics. Ce qu'on voit, c'est que les projets, il y a des projets qui sont vraiment sur des secteurs d'activité beaucoup plus stratégiques. Je pense notamment à la deep tech, aux projets industriels et aux projets à impact, soit sociaux, soit environnementaux, qui sont dans le cœur du viseur des différents financeurs et à peut-être plus de subventions, en tout cas des produits de financement vraiment spécifiques pour leurs projets. Voilà, Victoria, si tu veux compléter. Parfait. Ouais, de manière assez généraliste, pour conclure, avant peut-être de passer à vos questions, sur le financement, ce qu'il faut garder en tête, des bases un peu à avoir, mais qui sont intéressantes et qu'on oublie parfois d'évoquer, c'est qu'il vaut mieux déjà, premièrement, aller chercher de l'argent quand on n'en a pas besoin. Donc là, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, Constance, on ne prête qu'aux riches. Et c'est vrai que c'est plus facile, votre dossier est plus solide quand vous avez déjà des financements. Et donc, c'est vraiment important d'envisager votre plan de financement en plusieurs étapes qui vont s'additionner les unes aux autres. Si vous avez un projet innovant, eh bien, ne négligez pas les dispositifs qui existent à ce sujet-là. Il y a à la fois le dispositif de jeunes entreprises innovantes, mais aussi les crédits d'impôt innovation, crédits d'impôt recherche. Il faut avoir plusieurs versions de son prévisionnel financier. En fait, il n'y a pas un document qui va plaire à tout le monde. Si vous allez voir, la banque, elle va plutôt chercher à être rassurée, voir des chiffres très cohérents par rapport au marché. Des business angels vont plutôt faire un pari et vouloir voir votre ambition. Donc, ayez plusieurs prévisionnels financiers. C'est intéressant pour votre discours et pour solliciter des financeurs. Et en plus, pour votre gestion et le suivi derrière que vous en faites, ça renforcera davantage vos capacités à vous adapter au développement de la structure. Et puis, le financement, c'est aussi de l'humain derrière. C'est pas que des cases à cocher. Et c'est vrai que certains peuvent parfois être déroutés de ne pas comprendre pourquoi un projet a été accepté et pas le nôtre. Donc, il faut vraiment le voir comme de l'humain. Et pour ça, c'est aussi de la séduction et du rapport de force. Ce que je mets en dessous, c'est que il faut vraiment le donner confiance et envie aux gens que vous aurez en face de vous. Et ça passe aussi par le fait de, eh bien, si vous êtes deux dans l'équipe, à aller à deux à vos rendez-vous financeurs. Si vous avez des locaux ou des endroits où vous pouvez les recevoir, ne pas hésiter à les recevoir pour aussi vous valoriser. Donc c'est important de donner envie et confiance aux gens que vous aurez en face de vous et de sélectionner aussi parfois les bonnes personnes au sein des financeurs qui vont être plus sensibles à vos sujets. Là, ça passe par le fait de se faire aussi accompagner. C'est pas forcément toujours un critère pour les financeurs que de savoir que le projet est accompagné par un incubateur, mais c'est souvent très apprécié. Et ça vous permet parfois d'accéder plus facilement aux personnes justement qui vont être très pertinentes par rapport à votre dossier. Et puis un dernier point, c'est le titre du live d'aujourd'hui, c'était comment bien financer mon amorçage. Sachez que la notion d'amorçage, elle peut quand même un peu varier selon les interlocuteurs que vous aurez. Donc bien vous renseigner avant d'avancer sur des demandes de financement, sur les critères qui sont en face pour maximiser votre temps. Merci beaucoup pour votre écoute. On est quasiment dans le timing. On vous diffuse là nos adresses mail directes pour que vous puissiez poser toutes vos questions par la suite. Mais on va d'ores et déjà prendre un petit temps pour répondre à vos questions. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 • «
Alors, on peut regarder effectivement la première question, je pense qu'elle va être pour toi, Constance, c'est comment Start to Scale accompagne les entrepreneurs concrètement et quels financeurs vous pouvez viser avec vos services? Alors, donc nous, concrètement, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs. Il y aura d'abord une partie conseil sur comprendre quel est le besoin et réfléchir ensemble à une stratégie de financement, une roadmap de financement. Et puis, dès lors qu'on a identifié les bons dispositifs, nous, on s'occupe de monter l'intégralité des dossiers de financement et puis de les envoyer aux bons financeurs et au bon moment. Pour ce qui est des financeurs, on est globalement capable d'adresser tous les types de financement non dilutifs, hors financement européen. Donc voilà, il existe autant de typologies de produits de financement que de besoins. Donc, on essaie vraiment de faire du sur-mesure et d'aller adresser la bonne poche de financement au bon moment et puis celle qui est la plus pertinente. Merci beaucoup, Constance. On a eu aussi la question de faire une campagne de crowdfunding avant ou après de la subvention. Je te laisserai peut-être me compléter, mais Ouais. ce qu'on a vu ensemble, c'est que c'est plutôt comme des financements, il faut vraiment le voir comme des marches qui vont s'additionner. Et c'est plus simple d'aller chercher de l'argent quand, on l'a dit, on n'en a pas besoin. Et donc, le financement participatif, le crowdfunding, ça a souvent eu lieu assez tôt dans le parcours de financement, parce que c'est ça qui va vous permettre de solidifier votre dossier et d'alourdir vos fonds propres et d'aller chercher plus facilement de la subvention. Je pense que c'est ce que tu vois aussi, Constance. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce qu'il faut se dire, c'est que le crowdfunding, enfin une campagne de crowdfunding, dans la plupart des cas, en tout cas ce que propose We Do Good, ça va venir renforcer vos quasi-fonds propres. Donc, c'est-à-dire que ça va venir renforcer votre haut de bilan. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, globalement, tous les financements non dilutifs, ils vont être capés à votre niveau de fonds propres, quasi-fonds propres. Donc, aller d'abord solidifier son niveau de quasi-fonds propres, ça va vous permettre d'aller chercher un levier plus important. Donc, si dans le cas d'une subvention où il est quand même demandé un certain niveau de fonds propres en face, soit on n'a pas encore d'apport, ou en tout cas, le crowdfunding est une façon d'aller renforcer son bilan. C'est bien de le faire avant, ou en tout cas, c'est une bonne façon d'aller chercher un effet de levier. Alors, combien de temps prévoir pour une campagne de crowdfunding, Victoria? Ouais, ce que je vais dire, c'est vrai pour toute typologie de financement participatif. Pour le coup, en général, on vous conseille d'avoir 3 mois devant vous. Heureusement, c'est pas 3 mois à temps plein, mais 3 mois pendant lesquels vous comptez à la fois la mise en place de cette opération. Donc, à partir du moment où vous décidez que vous donnez le go et que la plateforme valide votre dossier, il faut compter 3 mois. D'abord un temps de préparation, de mise en place de la levée. Donc, ça veut dire faire avec la plateforme qui vous accompagne une page de présentation qui sera diffusée. Bien sûr, là-dessus, vous êtes accompagné. Moi, pour le coup, c'est mon rôle au quotidien avec We Do Good. Et donc, c'est vraiment de vous aider à structurer une page et à préparer toute votre dimension de communication et ce qu'il faut bien anticiper. Tout ça, c'est sur le premier mois à peu près, entre une semaine et un mois, donc je vois large. Et puis ensuite 2 mois d'opération vraiment de financement pendant laquelle vous mobilisez des contributeurs. Donc en général, prévoyez d'avoir 3 mois. Ce qui est important, par contre, c'est n'attendez pas avant de solliciter les plateformes que vous voulez contacter, parce que au plus tôt vous anticipez, au plus tôt nous, on peut vous faire des retours sur la pertinence de le faire et à quel moment aussi. Et puis, parfois, vous dirigez assez tôt aussi vers des acteurs comme Start to Scale qui vont bien vous aider à structurer le plan de financement, parce que tout ça, il faut encore une fois le voir de manière très large. Mais pour l'opérationnel d'une campagne de financement participatif en tant que tel, c'est 3 mois. Ensuite, sur le financement de We Do Good, effectivement, ça fait référence au chiffre d'affaires. L'idée est que vous mobilisiez des investisseurs qui vont ensuite avoir le droit à un pourcentage
de votre chiffre d'affaires futur, il faut veiller à ce que ce pourcentage-là soit cohérent par rapport à votre niveau de marge et au timing où on le fait. Donc, avant de passer par un financement via We Do Good, vous aurez de toute façon toujours un analyste ou une analyste de notre équipe qui va vous aider à bien anticiper les choses en fonction de votre prévisionnel financier pour vérifier que c'est cohérent avec votre niveau de marge et que ça ne met pas en danger la trésorerie derrière et les potentiels bilans négatifs. Donc ça, c'est bien anticipé avec notre équipe pour vérifier est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est cohérent par rapport à la nature de mon projet et le niveau de marge, et vérifier que le pourcentage sur lequel vous vous engagez soit vraiment cohérent avec ce niveau-là, avec votre projet. Parce que le pourcentage que vous cédez, il est vraiment adapté au cas par cas, justement, selon le montant que vous visez, votre chiffre d'affaires prévisionnel, on va l'étudier pour chaque personne, enfin pour chaque projet plus particulièrement. On a un petit test d'éligibilité qui permet de le précalculer, que je pourrais aussi vous partager si besoin, mais c'est effectivement à bien anticiper pour que ce soit cohérent par rapport à la nature du projet et surtout sa dimension prévisionnelle de financement. Alors ensuite, on a une question de Chloé qui fait un peu écho à cette question sur le pourcentage du chiffre d'affaires. Dans le cas d'une association, on voit pas la fin de la question sur la partie diffusée. En tout cas, merci Chloé pour votre commentaire. Et sur le modèle du partage du revenu, quand il s'agit d'une association qui a à but non lucratif, le partage du revenu peut s'adapter, peut être pertinent. Ce qu'on fait, c'est qu'on va limiter les rendements prévisionnels que vous attribuez à vos investisseurs. Donc, c'est possible. Ce n'est pas la majorité des projets qu'on accompagne, mais on peut tout à fait l'envisager et adapter le rendement prévisionnel à vos contributeurs et donc le caper. Ce qui fait que même si vous avez un chiffre d'affaires important, ce qui est important, c'est au-delà du modèle qui soit lucratif ou non, c'est d'avoir quand même un chiffre d'affaires qui va être généré. Si c'est le cas, eh bien, on peut tout à fait étudier votre dossier. On adaptera en fait les paramétrages. Comme j'ai dit, c'est fait au cas par cas. Et il arrive que lorsqu'on travaille avec des associations, eh bien, on vienne caper le rendement pour être cohérent avec le modèle. Alors, le compte courant d'associé est-il considéré dans les fonds propres? Alors, les comptes courants d'associé, c'est considéré en quasi-fonds propres. Il est tout à fait possible d'aller faire levier ou en tout cas aller chercher ses premiers financements côté financement public et financement bancaire avec un apport en compte courant d'associé important. Deux choses à ce sujet. Il est possible que du coup les comptes courants d'associés soient bloqués pendant la durée du financement, la durée du programme pour que les financeurs s'assurent que vous n'allez pas les récupérer et que le financement ne sert pas juste à rembourser les comptes courants d'associés. Et la seconde chose, c'est que il est possible de mettre une petite partie en capital social et le reste en compte courant d'associés. En revanche, certains financeurs aiment bien avoir un équilibre cohérent entre capital social et compte courant d'associés. Donc, il est possible qu'on vous demande de réaffecter une partie de vos comptes courants en capital social si le déséquilibre est trop important aux yeux du financeur. J'en profite avant de passer à la question suivante. On vous diffuse un petit lien qui vous permet de télécharger ce support. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout avec nous. On reste encore pour des questions, mais je vous partage déjà le support que vous pouvez télécharger du coup directement depuis ce petit QR code. Comme ça, vous emporterez tout avec vous. Et on a une question, Constance, sur un modèle ici qui est plutôt associatif, ONG ou SIC. Que pensez-vous de ce choix en termes de capacité de financement hors du crowdfunding et des royalties? Est-ce que ça peut être une force ou une faiblesse d'être
une association, une ONG sans but lucratif? Alors, côté financement, des associations, pardon, il y a des guichets à aller adresser, hein, donc c'est tout à fait envisageable d'aller chercher du financement adapté à des modèles associatifs. Ça va être moins mon expertise métier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a des guichets différents que ceux que peuvent adresser des structures privées avec des business models différents. La seule chose qui va être regardée, ça va plutôt être le modèle de revenus, les hypothèses de revenus d'une association qui pourra aller définir la typologie des financements qu'elle pourra aller adresser. Donc là, il faudrait pouvoir creuser et comprendre le modèle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe des financements adaptés et du coup, être une association pour aller adresser ce type de financement sera forcément un argument et une force. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On est encore disponible quelques minutes. Et puis on restera, comme je le disais, hein, surtout disponible avec Constance si vous avez des questions par la suite. Vous aviez nos adresses mail sur la slide précédente et vous pouvez tout à fait nous contacter sur LinkedIn par le biais de nos deux structures. Donc, on a vraiment fusionné nos expertises Start to Scale et We Do Good pour présenter cette première édition sur comment bien financer mon amorçage aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et votre disponibilité. Oui, tout à fait. S'il faut prendre pour pouvoir creuser, rentrer dans le détail de votre projet et vous donner de la visibilité sur les financements envisageables, envoyez-nous un mail et avec plaisir pour vous rencontrer, pour pouvoir échanger sur votre projet. Merci. Merci Margot. On n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Oui, merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.